Europe Matin, Pierre de Villeneuve. Avec nos carnets de campagne, et j'accueille Emmanuel Ducrot, bonjour, journaliste bonjour à tous. à l'Opinion, bonjour à Bruno Jeudi, Bonjour Pierre. éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match, bonjour à Jean-Christophe Gallien, bonjour, politologue et conseil en communication. Les sujets ne manquent pas à l'approche de ce second tour, à l'approche, j'allais dire, c'est quasi imminent de ce grand débat qui aura lieu donc demain, que vous pourrez suivre de 20h à minuit en direct sur Europe 1 avec l'excellent Alexandre Lemaire, 8h42. Nous, on va parler si vous le voulez bien, de ce sentiment qui est assez étrange puisqu'on n'est pas encore au second tour et pourtant à la fois dans la Macronie et dans les autres partis, notamment les petits partis qui n'ont pas remporté le premier tour, on est déjà dans le troisième tour. On s'imagine déjà la configuration de l'Assemblée. Est-ce que c'est normal tout ça, Jean-Christophe Gallien ? On avait déjà ce sentiment quasiment au mois de septembre où beaucoup de mouvements politiques avaient préparé finalement ce troisième tour avec des plateformes législatives qui étaient vraiment l'enjeu. C'est-à-dire en gros la cartographie électorale législative, ici telle circonscription pour telle personne. On se bâtissait finalement une garantie politique pour l'après-présidentielle. Et aujourd'hui, on l'a pratiquement définitivement inscrite puisqu'on a de tous bords. C'est assez étonnant chez le président sortant qui pourtant fait une campagne de challenger. Ça a été très bien dit tout à l'heure avec une agressivité extrêmement forte de lui-même et de ses soutiens. Et puis de l'autre côté, on avait un fléchissement. Quelqu'un qui s'était presque vu présidente et puis qui aujourd'hui sent bien que la dynamique, elle n'est pas vraiment de son côté. Donc là, c'est compliqué. Et donc finalement, on a comme l'annonce d'une forme de quelque chose qui serait étrange, là, une 4e République qui s'invite dans la 5e République. Et finalement, tout le monde est un petit peu là-dessus. C'est-à-dire, oulala, est-ce que ça va être une coalition ou est-ce que c'est plutôt des associations ? Et moi, de mon point de vue, on est plutôt sur la formule de l'association. Et donc, ça dit rien de très bon, ni pour celui qui devrait l'emporter, ni peut-être celle qui en peut encore avoir l'espoir de l'emporter. Est-ce que l'Assemblée, d'après les législatives, peut ressembler effectivement à une 4e République, comme le dit Jean-Christophe ? Bruno Jeudi. Ce qui est certain, c'est que dans le camp du président, qui est aujourd'hui clairement favori de ce deuxième tour de la présidentielle, il y a un sentiment un peu bizarre qui domine à la fois le fait que la victoire, selon eux, peut difficilement leur échapper, et en même temps, comment cette majorité peut fonctionner alors que ils voient mal les oppositions. Quelle opposition va émerger ? Parce qu'on a bien vu, le premier tour a marginalisé à peu près tous les partis en dehors du Rassemblement national et de la majorité présidentielle. Le problème de cette majorité présidentielle, c'est qu'elle est elle-même, elle n'a pas vraiment de socle. Il y a un parti, mais on voit bien que le président veut le changer, s'en débarrasser, l'élargir. Il y a plein de petits partis qui sont accrochés à cette majorité. Et puis lui-même a évoqué une majorité large allant des gaullistes aux écologistes. Alors, vous avez Jean Castex d'ailleurs qui à l'instant annonce que le gouvernement démissionnera dans les jours qui suivent une éventuelle élection d'Emmanuel Macron. Bon, ça c'est la procédure, j'allais dire, normale. C'est la procédure normale. La surprise aurait été qu'il soit reconduit jusqu'aux législatives. Donc on aura... les clés. Donc c'est un petit peu ça. Alors donc du coup la bataille en coulisses qui se joue, c'est quelle forme va prendre cette majorité ? Est-ce que ça va être un parti unique avec tout le monde rassemblé dans un parti? On sait que les partis uniques, ça marche rarement, et encore moins les groupes uniques. Ou est-ce que ça va être une kyrielle de partis sous une fédération de partis? Ça paraît un petit peu sans doute compliqué pour nos auditeurs ce matin, mais en gros, c'est est-ce qu'il y aura une opposition demain si jamais Emmanuel Macron gagne? Ça fait beaucoup de kyrielles et beaucoup de chapelles, parce que plusieurs chapelles dans le parti majoritaire, plus plusieurs chapelles dans l'opposition. Qui va être d'accord dans tout ça? Emmanuel Ducrot. On a vraiment là les conséquences du morcellement qu'on a vu à l'issue du premier tour. On a 3 blocs et puis après une espèce de traînée de poussière. Et les déçus pensent que ça va être le moment où ils vont essayer de se refaire sur les législatives. Alors effectivement, toutes les oppositions sont un petit bout façon puzzle, et les groupes, il va y avoir des groupes. On a tous les mêmes références. Ça va. Merci les tontons flangueurs. Des groupes difficiles à trouver quand même à l'Assemblée nationale. On a un certain nombre de partis historiques pour lesquels on ne sait même pas s'il y aura des groupes qui seront possibles. Et puis il y a aussi cette idée qu'il faut peser dans le rapport de force de la constitution d'un gouvernement après l'élection. Mais il y a beaucoup de partis pour lesquels c'est quand même assez mal engagé. Est-ce qu'il n'y a pas un fil directeur quand même dans cette opposition qui est, je vais mettre peut-être, je vais peut-être choquer quelques auditeurs, mais est-ce que c'est pas la détestation de Macron? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas un trend qui est dans l'opinion, qui est 60%? Oui, c'est un peu la leçon du premier tour quand même. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est rassembleur du coup? C'est-à-dire
C'est-à-dire que pour l'instant, Emmanuel Macron, il a gagné son référendum, se mettre au centre du référendum anti-Marine Le Pen. On l'a dit tout à l'heure, c'est très clair. Marine Le Pen a échoué dans la position de se mettre au centre du référendum qu'on pensait être celui de la présidentielle, pour ou contre Emmanuel Macron. La réalité, c'est qu'elle a échoué dans le sens où elle n'est pas arrivée elle s'est pas mise en au tête. Centre. Elle s'est pas mise au centre. Elle aurait pu cristalliser l'ensemble des détestations d'Emmanuel Macron, et elle essaie quand même de le faire, et c'est compliqué. Lui, il l'a pratiquement réussi aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on verra ce qu'il en est dimanche, parce que c'est-à-dire qu'elle porte un blason où c'est difficile de cristalliser tout le monde. Exactement. Elle n'aimait pas depuis une page blanche, ni Emmanuel Macron. L'un, c'est la marque Macron qui est détestée pour une partie, une moitié de la Lui est arrivé en marque blanche en 2017 avec LREM. Honnêtement, et cette fois-ci, il est marqué par une pratique, un bilan, mais ça marche quand même sur une moitié des Français. Puis de l'autre côté, il y en a qui n'aiment pas. De l'autre côté, c'est la marque Le Pen qui est complexe à nettoyer, à effacer, et on voit bien aujourd'hui que ça demeure un élément discriminant, pour pas dire autre chose. Donc, ça veut dire que moi, je suis moins d'accord sur l'idée législative, parce que ça sera une autre élection avec une autre offre politique, encore une fois préparée depuis un certain temps, et il n'y aura pas justement l'effet de souffle, cette espèce de vent qui emportait tout de Macron 2017. C'est-à-dire que pour le coup, même s'il gagne, alors d'un côté, on sait déjà, si Marine Le Pen gagne, il y aura forcément la continuité de ce qui se passe, et puis Emmanuel Macron, il aura du mal, effectivement, sa majorité est déjà composite, donc son matériau électoral législatif sera composité. Moi, je ne crois pas à l'effondrement total de tous celles et ceux qui se sont effondrés parce qu'il y avait des mauvais leaderships, des mauvaises incarnations du côté des anciens partis politiques. On verra, ça sera peut-être un peu différent. C'est la question, il faut jamais dire jamais. Est-ce que finalement le sursaut, et vous parliez de cristallisation, ne viendrait pas finalement d'une espèce d'union des gauches qui, à un moment donné, arriverait. Faites pas cette tête-là, Emmanuel. Pour que ça marche, Pierre, il faudrait-il encore qu'ils s'entendent, qu'ils arrivent à trouver des compromis. Or, les Insoumis sont jamais dire jamais, Bruno. Non, mais les Insoumis sont en position de force. Ils sont en train quand même globalement de refuser la main tendue d'Olivier Faure, socialiste, même s'il a fait un score ridicule. Pas lui, sa candidate à la présidentielle. Ils ont plus de députés sortants que tous les autres. Mais on voit bien que ils veulent faire cette entente à gauche avec les écologistes, avec les communistes, mais sur le dos des socialistes, pas avec eux. Ça veut dire qu'il faut un autre blason, puisqu'on parle de blason et de marque, il faut du sang neuf, plutôt que de repartir sur des vieilles bases avec les mêmes personnes, c'est ça. Mais c'est difficile de construire uniquement sur de la détestation quand vous avez des marqueurs politiques forts qui vous séparent. Et puis quand en plus on s'est quand même bien insulté. Alors je sais que rien ne s'oublie, qu'on peut facilement oublier en politique, mais ça a été violent au sein même de la gauche, la campagne. Et on le voit que ça l'est encore, puisque effectivement les socialistes sont mis au banc par Mathilde Panot dans le JDD ce week-end. Donc après c'est vraiment difficile. Ils ont passé la campagne à se marcher les uns sur les autres, sur les pieds les uns des autres, en se faisant des procès en légitimité en permanence. Reconstruire là-dessus avec la détestation comme point commun, c'est quand même assez périlleux. On a deux solutions. Soit il y a le fameux grand pardon qui intervient à chaque échéance politique, et puis après on efface tout, c'est l'ardoise magique, et on recommence. Et d'ailleurs, on se demande comment est-ce que les électeurs continuent à se dire finalement on va voter pour un tel ou pour un tel. Ou alors, et je vous pose la question, on est arrivé, comme l'a dit Emmanuel Macron l'autre jour, devant un nouveau paradigme, et dans ce cas-là, on ne trompe plus personne, et si c'est comme ça, qui va croire en quoi ? C'est la fameuse recomposition que tout le monde annonçait là aussi bien avant l'élection présidentielle, et qui était le fruit de cette espèce d'association étrange entre une présidentielle dont on connaissait presque le résultat de la finale, on connaissait pas celui qui allait gagner ou celle qui allait gagner, mais c'était un jeu un peu écrit, et puis attention, cette législative qui va tout chambouler, encore une fois avec des vieux partis qui s'étaient préparés, parce que il faut le savoir, et c'est un enjeu à la fois politique, mais c'est un enjeu aussi... Mais ne parlez pas au passé, il y a aujourd'hui des partis qui attendent cette législative comme le Messie. Non, mais alors, vous savez, c'est toujours facile de faire des relations au sport, mais c'est vrai qu'il y a une forme de revanche, de remontada qui pourrait être la croyance, en tout cas, l'idée. C'est jamais arrivé pour l'instant. C'est jamais arrivé, on est bien d'accord, mais c'est vrai qu'encore une fois, on est dans un temps qui est particulier, où il y a ce temps législatif qui va venir après, encore une fois, quelques semaines, parce que l'élection présidentielle a été annoncée, et puis vous aurez quand même malgré tout ce que d'aucuns attendent, c'est-à-dire finalement, on n'a pas eu la revanche. Je parlais de 3 blocs tout à l'heure, moi il y a un 4e bloc qu'on annonce
majeur quand même, l'abstention, c'est-à-dire le refus de cette offre politique-là. Alors, législatif, c'est encore pire. Eh ben exactement. Donc on aura quelque chose qui va être celui aussi de qu'est-ce qui se passe dans ce bloc-là, cette France-là, cette 4e France qui n'est pas aujourd'hui concernée par l'offre politique. Ça veut dire que demain, est-ce qu'elle ira pas dans la rue, pour le coup politique ni législative, elle ira peut-être dans la rue physique ou la rue digitale, s'exprimer différemment et agir différemment. Je nuance ce que je viens de dire. Il y a eu quand même une fois, non pas une remontada, mais une assemblée qui est sortie équilibrée après une présidentielle, c'est en 1988. Le camp présidentiel dominé par François Mitterrand l'avait finalement apporté de manière ric-rac par rapport à son opposition de l'époque. Donc ça peut arriver. Moi je pense que le risque qui existe dans ces futures élections législatives, qui arriveront très vite après la présidentielle, c'est qu'à vouloir absolument un camp très très large rassemblé sous une même bannière, il y a le risque de crédibiliser au fond seulement les options les plus radicales. Or si tous les partis, petits partis, ex-partis de gouvernement disparaissent ou fondent dans un seul, c'est quand même aussi la vie politique française qui va se retrouver finalement... On en revient au schéma de la présidentielle, c'est-à-dire qu'on a un grand parti qui rassemble beaucoup de choses face à un parti radical. Oui, mais le schéma de la présidentielle, le schéma législatif, souvent donne un nuancier différent. C'est ce qui s'était passé quand même en 2017. Les LR étaient revenus à une centaine. Alors la gauche, ça avait été plus compliqué. Mais cette fois-ci, c'est vraiment peut-être une disparition de tout ce nuancier qui se joue. Et ça, ça peut être lourd de difficultés s'il n'y a que les options radicales qui résistent face au camp raisonnable ou dit camp raisonnable, celui d'Emmanuel Macron. Alors, sauf si on arrive finalement à réinverser le calendrier, puisque j'entends d'ailleurs des deux candidats qu'on pourrait peut-être réfléchir sur finalement cette histoire de quinquennat. Certains voudraient revenir sur le septennat. 88, rappelons-nous, le mode de scrutin n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui sonne un peu avec la proposition un peu boutiquière de Emmanuel Macron sur la proportionnelle. Oui, mais c'est-à-dire que le résultat, c'est-à-dire dans 88, tu as raison. Ouais. Mais là, c'était dans un changement. Donc, ce qui veut dire qu'on est quand même dans un contexte où, moi, je crois pas qu'on ait aujourd'hui l'offre politique est trop atomisée. Malgré tout, malgré cette apparence de bloc dont on parlait, chez Emmanuel Macron, c'est très composite. Chez la France Insoumise, peut-être qu'on a autre chose qui garantit aujourd'hui leur, comme disait Bruno tout à l'heure, leur position de force. À gauche, ils savent qu'ils vont avoir des députés. De l'autre côté, c'est plus complexe, parce que les Verts pensaient que c'était leur moment législatif, ça va être plus complexe que prévu. Et puis, la vraie question, c'est les Républicains. Les vraies questions, c'est les Républicains. C'est quoi l'offre législative des Républicains ? Est-ce que c'est fusion-association avec La République En Marche ? Est-ce que c'est des départs vers le Rassemblement National ? Ça va être là, pour le coup, la vraie question. Emmanuel Ducrot. Il y a quand même cette question qui sera intéressante à observer, c'est qu'est-ce que c'était vraiment le bloc Mélenchon ? On a vu que la stratégie du vote utile a bien marché et qu'il a concentré autour de lui des gens qui n'étaient sans doute pas ses électeurs naturels. Il est allé chasser sur des terres qui n'étaient pas les siennes. Et qu'est-ce que ces électeurs-là vont faire pendant les législatives où il y aura une autre offre et peut-être une autre manière de faire passer les messages. Je crois que ça va être vraiment un instant de vérité sur la réalité de ce bloc Mélenchon. Est-ce que on peut aujourd'hui, en tant qu'électeur, se dire, vu tout ce que vous avez dit, on va quand même continuer à faire confiance aux politiques ? C'est difficile, non ? Parce que là, on se retrouve quand même... on interroge quand même souvent l'opinion, mais alors là, pardon, mais... C'est-à-dire que ces dernières années, on voit bien le quinquennat avait accéléré ça, la pratique des présidents successifs l'a renforcé, celle d'Emmanuel Macron, évidemment, fait qu'aujourd'hui, la vie politique se résume presque à une campagne présidentielle tous les 5 ans. Les législatives apparaissent comme un scrutin presque secondaire pour les Français. 50% d'abstention en 2017 au second tour, et cette fois-ci on aura sans doute, espérons-le, le contraire, mais on est quand même parti aussi pour les mêmes eaux, parce que les gens ne voient plus l'intérêt forcément de ces législatives. L'Assemblée est devenue une espèce de chambre d'enregistrement, a fortiori avec le quinquennat, et ça a dénaturé pas mal notre régime et renforcé la prédominance de l'hyper-président. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, Bruno Jeudi et Jean-Christophe Gallien.